Bouineur, bouillonneuse, bonjour, plutôt rebonjour, suite directe par rapport à la dernière vidéo. Aujourd'hui, je pense, un sujet qui risque d'en intéresser pas mal. Passage boîte 6 sur un E39 ou même sur une E46, enfin, le principe reste le même. À savoir que sur E39, en diesel en tout cas, ça n'existe pas. Donc pour le coup, une petite partie théorique, rapide. Bien sûr, on reste sur de la boîte manuelle. Oubliez les boîtes automatiques, on ne va pas en parler ici. Notre boîte actuelle, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est celle que va monter Farine sur son 2JZ. Je pense qu'elle va vite se faire éclater la tronche. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour le coup, on va passer sur cette boîte-là. Donc du coup, la GS5 390 ou 39 DZ, ou aussi appelée S5 ou S6, selon les documents qu'on peut feuilleter. Ici, la partie qui va nous intéresser le plus, le max Newton-mètre, théorique. Le nombre de rapports, 5 ou 6, et DZ pour la démultiplication. Le D pour mazout, également B pour les essences. Donc actuellement, on a une boîte qui est censée prendre théoriquement 390 newtons max. À savoir que là, on a passé les 500. Ah bronche pas d'un poil. C'est de la bonne boîte. Mais vu qu'on risque de voir ça sacrément à la hausse, voire même doubler les newton-mètres, autant passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Et également, pour mon histoire de consommation, on perd pas le nord, 6 rapports. Donc on va passer sur un 6e rapport avec un maximum de newton admissible plus haut. Mais la subtilité s'arrête pas là. À savoir également qu'il y a différents types de S653DZ, et celle qui nous intéresse, je vous en avais fait part, je crois, c'est la HGA. Selon sa dénomination HGA ou autre, c'est les trous des vis pour s'implanter sur notre bloc qui va changer par rapport à celle du E60, par exemple. Ça ne matchait pas. Donc j'ai dû partir en quête d'une HGA qui, elle, provient d'une 330D 204 E46, match avec notre D25, ou D29, D30, mais hors TU. On se la fait rapide, le tout, c'est que ça se monte. On va avoir notre bloc, notre vilebrequin, volant moteur, notre mécanisme d'embrayage, avec notre disque d'embrayage pris en sandwich, notre arbre primaire pris dans notre bloc, notre récepteur d'embrayage qui va venir pousser la fourchette, tout ça on va voir directement sur le véhicule, ça sera plus simple. Et dans les petites subtilités, c'est le disque surtout. Il y en a une multitude. Et malheureusement, selon le modèle, par exemple, on prend une 46 en 204, théoriquement c'est censé sortir 410 Nm. D'ailleurs, même la 193 E39 est censée sortir 410 Nm. Pour vous souvenez, un max torque à 390 avec la S5 39DZ. Donc eux-mêmes suggèrent une certaine tolérance, BMW, je fais référence. Donc même les 530 théoriques, qui sont prévus pour, je rappelle, 530D E60, ou dans le cas de la E46 également, mais qui peut aller jusqu'à 500 Newton. Je fais référence à la E60 530 avec ses 500 Newton, parce que ce disque d'embrayage-là, j'ai pris la référence d'un 530. J'ai pris tout simplement le disque d'embrayage avec la bonne référence et le mécanisme qui suit, tant qu'à faire. Le volant moteur, on récupère celui
du 525D E61. Pareil pour son récepteur. Puis bah écoutez, au niveau de ce qui concerne l'embrayage, volant moteur, d'un point de vue théorique, ça me paraît pas mal. On va voir ça petit à petit. Et là où va y avoir un peu de boulot également, c'est au niveau des supports de boîte. Vous vous souvenez le bout de châssis que j'ai gardé de l'autre que j'avais découpé? C'est tout simplement pour m'éviter de me faire chier sous la bagnole. Je vais faire ça directement à l'entrée de mon garage et on va gagner un peu de temps. Bon, je pense que là, pour le coup, d'un point de vue théorique, je vous ai tout dit. Si j'ai des trucs qui me reviennent, on va en reparler. Dans les petites subtilités de la dernière fois également, tu t'en fais pas. La barre anti-roulis que j'ai montée, je l'ai démontée. Tout simplement, c'est que comme tu peux voir, je l'avais mis en config posé sur ses roues. Et j'avais un contact au niveau de la boîte. Je me suis dit, pas normal, elle aurait peut-être travaillé suite au choc qu'elle a eu à l'avant, tout de même. J'ai remis l'autre. Pareil. Donc, je vais me la remettre, mais vu qu'il y avait un petit contact, vu que rien n'est à sa place, hein, et ben ça va me libérer toute la place dispo pour monter la boîte 6. Donc ça, comme ça, c'est fait. Également, dans les petites subtilités, vous vous souvenez du petit joint torique vert? Ouais, t'as compris, ouais. Donc ça, c'est monté. Comme quoi, ça sert de faire un petit ménage et de tomber sur des petits éléments comme ceci. Ça évite de faire des conneries. Mais bon, pour le coup, au vu de l'accès dans la bagnole, le risque n'est pas non plus très grand. Hein. De toute façon, vu la pression qu'il y a là-dedans, si ça doit se barrer, je vais le voir passer. Notre boîte 6 issue d'une 330D 204, GS 653DZ, HGA. Également dans les petites subtilités, pour les experts d'entre vous, la petite référence constructeur qui ne matche pas avec Real OEM. Un autre truc qui m'a fait tilter, parce que j'en ai vidangé de la boîte de 204, hein, vu que j'en ai une dizaine. MTF LT1, c'est censé être de la LT2, de base. Au moins sur celle que j'ai pu avoir. D'après BM92, ça serait les internes de la boîte. Entre guillemets, ça ferait partie des premières boîtes GS6 qui ont été montées sur ce modèle. Donc les internes seraient différents et les références également. Et pour ma part, par expérience, tout ce qui est ancien, en règle générale, est fait pour durer dans le temps. Donc on a peut-être quelque chose de bien plus solide que la même boîte, mais avec références différentes. On verra bien. D'ailleurs, c'est l'une des seules pièces quasiment en termes d'investissement, parce que tout le reste est issu des différents modèles que j'ai pu dépouiller. Donc la boîte, à titre informatif, je l'ai payé 600 balles. Une HGA, les gars, c'est introuvable. Mais c'est un délire. Hein. Alors je ne sais pas si c'est nos amis drifters qui sont des stocks de malades, mais ça fait chier. Dans les choses qu'on va pouvoir faire également, c'est mesurer rapidement hein, par rapport à l'emplacement du levier de vitesse. De toute façon, ça, avec le châssis que j'ai dehors, on va pouvoir voir ça. L'étiquette, de toute façon, il n'y a que celui de l'huile de boîte. J'ai pas vu d'autres étiquettes, mais bon, on est bien sur celle d'une 39, il n'y a pas de souci. Et vu que l'encombrement va changer, le support, va y avoir un schmil par là. Bon, bien sûr, dans les bases, on vire tout ce qui est connectique. Contacteur de marche arrière. Et puis on va commencer à tout dévisser. Et ça va me permettre également de voir, parce que l'embrayage commençait à patiner, à voir de quand il date aussi. Parce qu'à 303 000, ça fait un peu de borne tout de même. On est sur du E12 pour le démarreur.
le 14. Allez, fais pas chier. Et ensuite du E10. Et voilà. Ça, pas oublier la petite vis ici. Parce que ça a un coup à tirer dessus et arracher la plaque. Voilà. Bah écoutez, normalement, ça doit venir. Des gants. Le démarreur vient avec. Je vais quand même le soulager avec le cric. Histoire d'éviter de forcer sur l'axe de la boîte. Démarreur, salut. La boîte maintenant. Donc il se met gentiment à pleuvoir, ça va me laver les couilles. Mais bon, on va avoir notre mécanisme d'embrayage. Et dans les subtilités qui changent d'ailleurs, on va avoir l'axe primaire de la boîte au niveau des dents. C'est pas exactement pareil comme vous le verrez. Alors on a de la BTR, c'est de la combien ça? De la 6. Après c'est de la 8-8. Ouais. J'aurais préféré de la 19 au moins, au niveau des classes de vis. Hop là. Alors, et bah franchement l'embrayage, ouais si. Ouais. Il n'était pas mort, mais il commençait à être gentiment attaqué. Alors est-ce qu'on a une date là-dessus? Même le mécanisme, ça va. Franchement, ouais, je suis une pince, mais il faut pas abuser quand même. C'est ça là? Je crois qu'il est d'origine. La seule gravure que j'ai, c'est la 4102. 41e semaine de 2002. Attends, j'aimerais bien avoir confirmation quand même. Eh ben, croyez-moi si vous voulez, je pense qu'il est d'origine l'embrayage. 303 000 km. Et il commençait à mourir. Il a fait une sortie circuit. Hein. Il commençait à mourir que sur les reprises. Dans les montées, genre bien énervé, tu sentais que... Voilà. Mais sinon, il faisait encore le taf. Hein. Incroyable. Et franchement, le projet, il est pas prêt de claquer, je te le dis, à 80 000 bornes. Bien. Volant moteur. Ah bah. Bon, c'est pas possible que ça soit aussi propre d'origine, mec. Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on va retrouver toutes les infos sur notre moteur, vous voyez? M5739, D25. D'ailleurs, on va avoir le diamètre qui va se cacher derrière le démarreur, par là, là. Il y a directement l'alésage de 80 qui est marqué sur le bloc, enfin, marqué, qui est en surépaisseur sur le bloc. Et franchement, pour 300 000,
agréablement surpris. Bon, un bon nettoyage et c'est reparti. Hop là! Donc on va retrouver notre nouveau, façon de parler, volant moteur. Je vous garantis qu'il ne fait pas le même poids que l'ancien. Et pas la même grosseur également. Bon, la grosseur encore, c'est pas exubérant, mais tout de même. Alors, il y a les pros monomasse, les pros bimasse. Comme d'hab, tout dépend ce que vous allez en faire. Moi, je sais que c'est pour une utilisation quotidienne, lambda. Donc, pour le coup, le bimasse, c'est tout de même plus agréable. On va remarquer également que là, les vis vont changer. Empreinte hexagonale. Là, pour aller serrer une empreinte hexagonale dans l'ouverture qu'on a, ça va être un peu compliqué. C'est en train de me pleuvoir dans le dos gentiment. Putain. On va retrouver ensuite dans le système d'embrayage la butée, le disque. D'ailleurs, c'est le disque Gueux 61. On voit qu'on est sur un autre level. JP. Et le mécanisme également. Bon là, qui est bon à la poubelle. Waouh! Bon, ça va être enfermé. Là, du coup, on va être dans un espace vraiment restreint. Désolé, mais ce temps d'été normand commence à gentiment me taper sur le système nerveux. Donc, on va remettre notre nouveau ancien volant moteur. Déjà, on va voir comment ça se danse. Dans les choses à contrôler également dans le volant moteur, bon, dans ce cas-là, je m'en fous un peu. Watch. Ça va être le jeu par rapport aux deux parties, qu'il n'y ait pas un jeu trop important en rotation, et également comme ceci, et aussi qu'il n'y ait pas de décollement. Bon, ceci, si ça vous intéresse, on en reparlera. Donc on a un trou, de toute façon on ne peut pas se tromper, on a un élément plus gros à ce niveau. Voilà. Bon, bah déjà à ce niveau, ça rentre nickel. Voilà. Ça, on va rechoper les autres vis. Neuves pour le coup. Parce que oui, toutes les vis sujettes à tant soit peu à des forts serrages, comme on peut avoir par exemple pour le volant moteur, ou pour d'autres, les visseries de culasse. Tout ce qui est soumis à de forts serrages, en général, on essaie tout de même de les changer. Donc là, vous voyez bien qu'on ne va pas avoir une empreinte hexagonale, pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure. Normalement, comme je vous avais dit, à l'approche à la main, mais là, pour le coup, ça a l'air de vouloir faire des siennes. Et le bimasse également, pour la survie de votre boîte de vitesse, ça permet de faire fusible tout de même. Après, normalement, dans la logique, c'est pas quelque chose qui est censé exploser tous les 4 matins. Avec une utilisation normale, j'entends. À vouloir aller trop vite. T'as pas l'impression qu'il manque quelque chose avant le volant moteur, non? Oh, c'est que tu peux être con, Johan. Donc, j'avais récupéré ceci. À la différence que par rapport à notre ancien, il y a ceci. Tout simplement, c'est que là, notre PMH est pris directement sur le vilebrequin. On verra ça quand on aura l'occasion de parler un peu plus interne moteur. Et sur les TU, il est pris directement
à ce niveau, il y a un fil qui part d'ici, donc ceci étant présent pour le protéger. Nous, à proprement dit, on s'en fout un peu. Donc, on va mettre le plus propre des deux. C'est lequel? Ouais, c'est celui-là. C'est les mêmes, hein. Voilà. Là. Et là. Oh, je leur mettrais bien du frein filet aussi. Tant qu'à faire, quitte à redémonter. Je crois pas que c'est noté dans la procédure. Mais on va dire qu'on fait pas grand chose qui colle avec une quelque procédure que ce soit. Bien, petit serrage à la moitié du couple qui est préconisé, c'est-à-dire 120. On va serrer ça à 70, puis à 120. Alright, 120 Nm partout. Donc là, on est bon. Maintenant, un truc qui me fait tiquer, c'est le démarreur. Parce que dans le cas où on a le diamètre qui augmente, au niveau là, déjà d'office comme ça, c'est mort mon gars. Oh oui. Oh oui, c'est mort. Il va falloir un autre démarreur. J'en ai un, mais il est pour E60. Mais c'est pas la même boîte. Donc il a peut-être pas la même gueule. Bon, le démarreur, on verra ça après, quand il y aura la boîte, déjà. Mais à savoir qu'accessoirement également, on va devoir... Ça m'emmerde la vie, ça. On va devoir changer le démarreur. On va ensuite avoir notre kit d'embrayage. Alors, on va avoir la mallette qui m'a gentiment été prêtée par des potes. Ce genre de mallette avec leur système de rattrapage automatique. Et notre kit embrayage flambant neuf, chopé sur Le Bon Coin pour 530D E60 à 150 balles. Donc déjà, l'ensemble, on est déjà à 750. Bon, on va avoir notre kit embrayage avec notre disque et notre mécanisme, avec leur système de rattrapage automatique à la mort moelle-nœud. Ça aussi d'ailleurs, au préalable. Alors, par contre après, bon, but et fourchette, on verra ça après. C'est leur système. Alors comment que ça marche cette chose? Bon, après 30 minutes d'étude du kit pour savoir comment me démerder, donc j'ai pris tout simplement ceci. Il y avait celui qui avait du tarlatane là enroulé, que je vais sortir juste après, qui faisait qu'il s'emboîtait pas à fond à cause du tarlatane. Donc là j'ai réussi à le mettre comme ça et le centrer par rapport à ça. Et après, globalement, par rapport à l'hexagonale et par rapport au cercle ici, je l'ai tout simplement centré tel quel. Et de toute façon, au serrage, ça l'a amené à le centrer naturellement. Donc normalement, on est bon. Il n'y a plus qu'à serrer au couple un peu partout. Voilà. Du coup, maintenant,
C'est une blague. Ah, c'est dit aussi. Bien. Celui-ci. Et du coup, j'ai viré le bord parce que le tarlatane allait jusqu'à au moins au-dessus. Et du coup, ça n'arrivait pas bien à épouser la forme pile poil. Donc là, pour le coup, il est centré. Ça a l'air en tout cas. Bon, maintenant que ça c'est fait, il nous reste la boîte. Mais du coup, avant de parler de la boîte, on va parler embrayage un peu plus. Petit café, ça m'a pris la tête là. T'as une mallette avec 15 000 trucs dedans. Pour avoir seulement un élément que tu te sers. Enfin, malgré tout ce temps passé à centrer notre embrayage, d'où la petite explication. On va avoir notre volant moteur. Il a pris 2 gouttes d'eau, il est déjà en train de rouiller celui-là. Notre volant moteur, bimasse, fait liaison rigide, à part le côté bimasse qui lui va amortir les acyclismes du moulin, ne tournant pas parfaitement rond. Donc, rigidité totale avec notre vilebrequin. Oh le salopard. Exemple. Oh les gros bébés toi. Ensuite, rigide à notre volant moteur. Donc là, ça fait un seul et même ensemble. On va avoir notre mécanisme. Notre mécanisme, par le biais de notre butée, va effectuer le décollement de notre disque d'embrayage qui, lui, est juste maintenu par la partie centrale, l'axe primaire de notre boîte. Donc ça fait partie intégrante d'une seule et même pièce, entre guillemets, du vilebrequin, volant moteur, mécanisme. Cette butée, c'est pour ça que celle-ci tourne pour, au moment du contact, vu que tout l'ensemble est rigide, ceci se met à tourner sans que ceci ne bouge. C'est pour ça le petit bruit quand vous relâchez l'embrayage, quand vous débrayez plutôt, ça appuie, plus de bruit, et dès que vous décollez, la pédale de l'embrayage, il y a ceci qui fait du bruit, qui clacote, la butée. C'est pour ceci que ceci est un peu contre-intuitif. Ça appuie pour décoller le disque, débrayer. Pourquoi ne pas mettre un kit renforcé, comme on peut entendre? On va se retrouver avec des disques, avec des garnitures différentes, acceptant plus de couples, mais un point également qui joue beaucoup, c'est le mécanisme. D'ailleurs, en parlant du disque, vous avez remarqué que l'autre était amorti, il y avait des ressorts au milieu. Là, non. Qui sait, je vais peut-être gagner même en confort. En général, les mécanismes renforcés sont faits pour plaquer plus fort. Ce qui fait que ça va de soi que quand on a un embrayage renforcé, on débraye pour débrayer. On sent que la pédale est vachement dure par rapport à l'origine. Le problème qui se passe, c'est que la force appliquée, d'ailleurs pas à la butée, hein, tant qu'à faire, qui va prendre tarif également, la force appliquée décuplée va pousser indirectement sur notre vilebrequin. Après, vous allez me dire, ah oui, mais c'est de la grosse pièce, c'est costaud. Oui, mais notre vilebrequin a ceci, coussinet de vilebrequin, et cette partie-là, pour éviter qu'il ait du jeu en ligne, si je puis dire. Donc, à force d'avoir des embrayages renforcés,
Et en général, quand on met un embrayage renforcé, c'est pas pour rester d'origine niveau perf. Ça a tendance à les manger. Comme vous le savez, moi, c'est la consommation qui m'intéresse, pas les perfs. Ça va venir naturellement. C'est un peu comme en boxe, on cherche pas le chaos, il vient tout seul. On va jouer sur tout ce qui est annexe au bloc, turbo, échappement, admission, j'en passe, pour augmenter le rendement. On va déjà passer sur un système digne d'origine de la marque Luclin, prévu pour beaucoup plus de newtons que notre 525D d'origine. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on va avoir une certaine harmonie. Dans cette histoire de butée également, avec notre récepteur d'embrayage, on a notre fourchette ici, qui va tout simplement faire levier sur l'axe primaire. Enfin, on va voir tout ça directement sur la boîte. C'était la petite explication, histoire tout simplement avoir de l'info, savoir comment les choses fonctionnent. C'est ce que j'aime dans la mécanique. Je ne suis pas mécano, je le rappelle. Et c'est tous ces petits éléments, savoir comment ça fonctionne. Et après, on peut pousser le détail encore plus loin. Comment est amorti le mécanisme, chaque composant. Mais pour le coup, on va rester quand même simple. On va rester sur les gros éléments et savoir comment ça fonctionne. Bon, je finis mon café et on y retourne. Pour en finir un bon coup avec ce système, on peut voir derrière le récepteur d'embrayage, ici, qui vient pousser tout simplement pour venir décoller notre disque d'embrayage. Puis quand vous relâchez la pédale, ça revient à sa place. Et selon le rapport engagé, enfin, je vous fais pas un dessin. Je pense que vous trouverez des schémas un peu plus explicatifs que ma petite explication. Quoi qu'il en soit, on peut voir déjà le changement au niveau de l'arbre primaire, ici, comparé à l'autre. Donc on peut monter qu'un seul disque. Je vais graisser certains points, dont l'axe primaire, ici pour la butée, là, et également la fourchette toute neuve. Au préalable, un bon petit brin de ménage là-dedans, histoire de... Bon, normalement, c'est de la molycote, mais ce qui se rapproche le plus, moi, c'est de la graisse graphitée. Donc, ça fera le taf. Ça permet de préserver également contre la corrosion. Toc. On va avoir notre nouvelle fourchette. Bon, bah écoutez, ça a l'air de faire le job comme ça. Ça, bon, il n'y a plus qu'à, hein. Hop. Voilà. Mais là, il va y avoir un gros souci, là. Il me faut un volant moteur. Il va me falloir un volant moteur de HGA, putain. Oh, ça fait chier. Fait chier. Oh, putain, je me déteste. Dans la liste, dans les petits checks de compatibilité, j'ai oublié la plus grosse pièce. Le volant moteur. Le truc qui se passe, c'est que vu que l'autre boîte prévue pour le E60 est légèrement plus grosse, ce qui faisait que les deux trous de chaque côté du bloc, on était décalés. Mais dans ma petite tête, je me suis dit malgré tout, le changement des lettres faisait que c'était juste l'emplacement des trous qui changeait. Le volant moteur, sachant que sur la taille d'embrayage, on est identique, on était similaires. J'ai d'ailleurs vérifié pour le démarreur.
Le démarreur du 525D E61 est le même que pour le 330D 204. Donc, et c'est pour ça que quand j'avais essayé de le foutre en place, ça matchait pas. D'ailleurs, ça aurait dû allumer la lumière là-haut. C'est que le volant moteur, tout simplement, est plus gros. Sur la boîte du E60, elle est légèrement plus galbée également, ce qui fait que le démarreur doit être légèrement plus haut, ce qui fait que ça passe nickel au niveau des dents. Donc là, on a un contact. La boîte, on a un contact sur le volant moteur. Voilà. Du coup, me voilà sur les sites aftermarket pour essayer de me dégoter un volant moteur. Mais là, ce qui me fait limite le plus chier, c'est qu'avec leur rattrapage automatique, vous savez, la chose que j'ai desserrée à la dernière minute pour débloquer le mécanisme d'embrayage, pour le remettre en place celui-là, et puis autant vous dire pour y repéter les vis derrière, oh là là, ça me casse le cerveau. Enfin bref, ça se passait trop bien pour pas qu'il y ait une couille dans l'histoire. Donc au moins c'est les aléas du direct. Vérifier ça, j'aurais dû enquiller, au moins essayer d'enquiller le volant moteur dans la boîte. Tant pis. Donc chantier, boîte de vitesse en stand-by. Vous inquiétez pas, dès que j'ai ce qu'il faut, on est reparti. Je vais en profiter pour faire du ménage, que ça soit au niveau du compartiment moteur ou même différentes pièces que je vais commencer à stocker pour me faire de la place parce que c'est un bordel sans nom. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.